On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle des transports médicaux et de l'aide aux courses au Centre d'action bénévole de Saint-Jean. Mais d'abord, le dossier de l'ex-seigneur est revenu dans l'actualité à l'occasion du dernier conseil de ville et l'ex-conseiller et ex-candidat à la mairie, Alain Laplante, lui, est revenu à la charge. Le dossier du projet dans l'enceinte de l'ex-seigneur a refait surface dans l'actualité il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec a remis un rapport avec des recommandations à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont on a ciblé, entre autres, le projet de la seigneur. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, il y a des terrains qui ont été, disons, accordés à des promoteurs, notamment le groupe Guy Sanson, le groupe Maurice. La Ville prétend avoir eu, à l'époque, des avis juridiques disant que oui, on peut donner des terrains d'un côté, mais il y a une contrepartie de l'autre, c'est-à-dire que le promoteur s'engage à soit décontaminer, investir, faire le projet, etc. Donc, et c'est sur cette base-là, évidemment, que le rapport a été rendu. La Ville s'en défend, le maire Fecteau s'en défend, le conseiller municipal aussi du quartier, Yvan Berthelot, qu'on avait en entrevue également, se défend bien des agissements de la Ville. Maintenant, est-ce que l'UPAC va ou non enquêter sur le dossier? On verra la suite des choses. Mais entre-temps, c'est un dossier aussi qui remonte sous l'ère de l'ancien conseil. Et à cet effet, on reçoit d'ailleurs un ancien conseiller municipal, mais qui était aussi candidat à la mairie à la dernière élection, c'est Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Alain Laplante qui suit pratiquement toutes les assemblées du conseil, comme un peu un chef de l'opposition sans occuper de siège. C'est à peu près ça. Bon, effectivement, je suis là à toutes les réunions, ou pratiquement à toutes les réunions. Je suis assidûment les travaux du conseil. Bon, mais au moment où il y a eu toutes les tractations à l'égard du projet Seigneur, vous étiez à ce moment-là conseiller municipal. Oui, d'ailleurs, c'est l'enquête qui a été réalisée au cours des dernières années par le ministère des Affaires municipales émane de mes plaintes, les questionnements que j'avais soulevés à l'époque où j'étais conseiller. Mes premiers courriels au ministère datent de décembre 2010. Et c'est par la suite, suite à mes interventions, que la municipalité avait commandé son avis juridique et que le ministère, par la suite, a effectué une enquête sur les agissements de la Ville. Bon, parce qu'en même temps, dans les 4 années où vous avez été conseiller, bon, au début, vous faisiez partie de l'équipe Delbecq, effectivement, il y a eu quand même un certain nombre de votes favorables au projet, même auxquels vous avez voté en faveur. Mais moi, je n'ai jamais été contre le projet de la seigneur. Ce que j'étais contre, c'est que j'étais contre les gestes illégaux que la Ville posait. Et c'est pour ça que j'ai intervenu à l'époque. La démolition du vieux bâtiment. Tout à fait. Puis c'est là, à un moment donné aussi, où il y a eu un déchirement avec l'équipe, là. Mais, ça a commencé là aussi. Oui, effectivement, ça a commencé là. On a su par la suite que, avant l'élection de 2009, la municipalité avait signé une entente d'exclusivité avec les promoteurs pour le projet qui a vu le jour là, récemment. Cette entente-là, qui était secrète à l'époque, impliquait la démolition du bâtiment. Et au moment où le conseil municipal a voté cette résolution-là, cette entente-là avec Guy Sanson et le groupe Maurice, M. Berthelot avait fait un long plaidoyer pour la sauvegarde du bâtiment. L'élection s'est faite là-dessus. L'équipe de Delbecq avait dans son programme électoral l'engagement de préserver le bâtiment patrimonial. Ouais. Et quelques semaines après l'élection, Yvan Berthelot a sorti de son chapeau malheureusement, le bâtiment va être démoli. Mais le bâtiment n'est pas en bon état, blablabla. Mais la Ville s'était déjà engagée auprès des promoteurs pour autoriser la démolition du bâtiment. Le dossier Seigneur a beaucoup, disons, caractérisé votre 4 ans de conseiller parce que vous êtes rentré avec l'équipe Delbecq. Après ça, il y a eu le départ de l'équipe Delbecq. Vous vous êtes montré contre la démolition de l'ancien bâtiment, qui est arrivé quand même. Mais par la suite, il y a eu toute l'histoire des terrains qu'on donne au groupe Sanson, au groupe Maurice, en échange d'une contrepartie. Donc, à titre onéreux, à ce moment-là, quel a été votre comportement ou les décisions que vous avez prises comme conseiller à l'égard de la donation de ces 2 terrains? La loi est claire. Une municipalité ne peut pas donner des subventions à des entreprises commerciales. C'est la loi. Donc, lorsque le projet est arrivé sur la table du conseil, je me suis objecté, j'ai soulevé des questions. Et c'est là que la municipalité avait commandé un avis juridique. Avis juridique, finalement, qui dit, l'avocat est très prudent, l'avocat dit, je ne connais pas ni la valeur des terrains que nous donnons aux promoteurs et je ne connais pas la contrepartie qu'on exige du promoteur. Et ce qu'il dit, c'est que si un se rapproche de l'autre, bien, les agissements de la Ville, si un se rapproche de l'autre, les agissements de la Ville sont légaux. Mais la Or, on sait que les terrains de la seigneur, incluant, ils ont été divisés en 3 parties, la partie Cour Seigneur, la partie Groupe Maurice, la partie Guy Sanson.
Donc, ces trois terrains-là ont une valeur d'environ 10 millions de dollars. Et la contrepartie exigée aux trois entités est loin, très loin de se rapprocher du 10 millions. Là. Même que dans le Mais la loi des cités et villes permet à une ville de donner certains actifs en échange d'une contrepartie. Si la contrepartie se rapproche de la valeur marchande du terrain. Or, prenons l'exemple des cours seigneurs. Non seulement la municipalité a donné un terrain qui valait quelques millions de dollars, la Ville a en plus allongé 750 000 $ en argent et a même signé des baux avec le C3S, donc a garanti des revenus assurés pour une période de 10 ans, valeur de 5,6 millions de dollars. Mais dans toute cette contrepartie, il y avait quand même, je ne sais pas moi, la décontamination ou le fait d'imposer aux promoteurs de faire le projet que la Ville voulait avec les tours, le musée. Et comme le disait le conseiller Berthelot lundi au Conseil, que ultimement, quand on regarde les retombées économiques et à très long terme sur les taxes que la Ville récolte, prenant en compte que des promoteurs, il n'y en avait pas 10 qui voulaient faire le projet, que dans le fond, c'est ce qui a mené, dans le fond, à ce choix politique d'y aller avec une donation de terrain avec une contrepartie? Il y a plusieurs éléments dans votre question. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la municipalité a contrevenu à la loi afin de favoriser certains entrepreneurs. Le problème, il est là. Le problème, ce n'est pas contre le projet qui a été réalisé, c'est la façon qui a été réalisée. La Ville a agi illégalement et la Ville a agi dans un manque de transparence. Si les conditions qui ont été offertes aux promoteurs avaient été offertes dès le départ à tout le monde, bien, plusieurs personnes auraient pu se montrer intéressées à réaliser un projet sur la Seigneur. Et à ce moment-là... Quand vous parlez de transparence, parce que quand même, ces décisions-là ont été prises par voie de résolution, donc publique. La municipalité s'était déjà attachée avec M. Sanson avant l'élection de 2009, comme quoi ils s'entendraient, la Ville allait travailler exclusivement avec ces promoteurs-là pour leur projet. La Ville s'est attachée avec le promoteur et après ça, bon, le tapis rouge s'est déroulé. Donc, c'est les multiples avantages qui ont été consentis aux promoteurs, finalement, qui sont illégaux. Puis, moi, j'étais un jeune conseiller à l'époque, j'ai pris connaissance du dossier, j'ai commencé à gratter ce dossier-là, le fouiller de façon plus approfondie. Et puis, aujourd'hui, le ministère des Affaires municipales me donne raison sur toute la ligne. Donc, Bon, là, il arrive quoi à partir de maintenant? Parce que, là, bon, par automatisme, le ministère des Affaires municipales remet le dossier à l'UPAC, l'Unité permanente anti-collusion. Mais en même temps, pour qu'on porte des accusations, encore faut-il qu'il y ait une intention criminelle. Est-ce qu'il y a eu intention criminelle dans l'agissement du Conseil du temps, du maire du temps, des fonctionnaires du temps? Honnêtement, tout ça s'est fait un peu à visière levée quand même. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le ministère, suite à l'enquête, a décidé de transférer le dossier à l'Unité permanente anti-collusion. Qu'est-ce qui sortira de là? J'en ai aucune idée. On verra qu'est-ce qui arrivera. Dans son rapport, le ministère des Affaires municipales nous dit qu'ils ont simplement analysé les documents qui ont été transférés par la Ville, donc ils n'ont pas nécessairement fait d'enquête sur le dossier. Donc, on verra ce que l'unité permanente fera, l'unité permanente anti-collusion. Mais pour ce qui est des conséquences, effectivement, bon, l'ancien conseil de ville a agi illégalement afin de favoriser des promoteurs. Bon, on ne mettra pas la ville en prison et on ne fera pas payer une amende aux contribuables qui, finalement, vont être doublement lésés dans l'opération. Donc là, quelles sont les conséquences? Bon, on demande au nouveau maire de Saint-Jean de réagir, de prendre acte de la situation et de réagir. Bon, et là, malheureusement... À ce titre-là, le conseiller Berthelot et le maire Fecteau disaient lundi au Conseil la chose suivante. Leur prétention, c'est qu'il manque des éléments dans le rapport du ministère. Secondo, le maire disait qu'on parle de recommandations dans le rapport et qu'on ne parle pas nécessairement d'illégalité ou etc. On n'est pas dans ce langage-là. Donc, qu'est-ce que vous attendez de plus à ce moment-là du maire? À partir du moment qu'on lit le rapport, on dit, bon, ben, c'est bien, OK, la prochaine fois, on va faire attention puis on va agir autrement.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant? Il ne manque pas d'éléments dans le rapport du ministère. Le rapport qui a été présenté, c'est un rapport final. La Ville a même commenté le rapport et les commentaires de la Ville ont même été intégrés au rapport et le ministère a maintenu ses recommandations à la municipalité. Mais il semble y avoir un problème au niveau de l'interprétation parce que autant Yvan Berthelot que Michel Fecteau disaient qu'il y avait des éléments du rapport où il y avait probablement une mauvaise interprétation des faits. Bien, c'est complètement faux. De toute façon, ça ne change absolument rien. Mon point, moi, c'est que on sait aujourd'hui que la Ville a agi illégalement dans le dossier afin de favoriser certains promoteurs. Et aujourd'hui, le maire, au lieu de prendre acte de la situation, au lieu d'aller faire des vérifications qui s'imposent dans le dossier Seigneur, le maire Fecteau a tout simplement fait une sortie de presse pour venir rubber-stamper la décision de l'ancien conseil. Le maire Fecteau, aujourd'hui, se dit solidaire des décisions de l'ancien conseil, de Gilles Delbecq. Donc, même si la Ville a agi illégalement, même si on sait que le dossier est transféré à l'unité permanente anti-collusion, Michel Fecteau se dit solidaire des décisions de l'ancien conseil parce que le projet est beau. Mais c'est pas ça la question. Hein? Bon. Donc, on verra évidemment ce que l'UPAC va faire de tout ça. Selon vous, quelles seront les conséquences politiques du dossier Seigneur pour les 2 prochaines années? Parce que quand même, sur l'actuel conseil, il y a des conseillers de l'ancien conseil, du temps de Gilles Delbecq. Il y en a des nouveaux, évidemment. Qu'est-ce que ça traduit pour les 2 années qui viennent pour la terminaison du mandat? Je comprends plus ou moins votre question. Ce qu'on attend, finalement, on attend les investissements. Il en manque beaucoup d'investissements sur le terrain Seigneur. Il y a tous les déboires judiciaires là, qui ont eu lieu là, dans l'affaire Cloutier, l'affaire Samson-Cloutier, qui ont retardé et tout ça équivaut à des pertes de revenus de taxes là, pour de nombreuses années pour les contribuables joannais. Vous savez que la Ville a injecté près de 10 millions de dollars dans le projet Seigneur. C'est énorme. Et la Ville nous parle tout ça est justifié parce que le site était contaminé, le site était orphelin. Mais à partir du moment où la municipalité injecte autant d'argent dans un projet, on ne peut plus parler d'un site contaminé, d'un site orphelin. Hein. Bon, on parle d'un site super intéressant, situé stratégiquement au cœur de notre municipalité. Bon, quelques dernières questions. L'équipe Alain Laplante existe toujours? Tout à fait. Est-ce que l'équipe est en préparation de la prochaine élection dans 2 ans? Non, c'est encore loin. On n'est pas rendu à ce stade-là. Bon. Est-ce que vous-même avez déjà pris la décision de vous représenter à la mairie dans 2 ans? Je ne ferme aucune porte. J'ai toujours démontré mon intérêt aux affaires municipales. D'ailleurs, moi, suite aux élections, j'ai pris l'engagement de maintenir la surveillance par respect pour les gens qui avaient voté pour nous auprès du Conseil. Donc, je ne ferme pas de porte, puis on verra la suite. Ce que l'avenir nous réservera. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du Centre d'action bénévole de Saint-Jean, notamment pour les transports médicaux et l'aide aux courses. Parlons des différents services offerts par le Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment les transports médicaux et l'aide aux courses avec Joanne Dagenet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
c'est probablement un des morceaux quasiment les plus importants parmi toutes les activités que vous avez, parce que, en tout cas, c'est peut-être celui dont on entend le plus parler, qui est l'aide, le transport, l'aide aux courses. Là, ça doit occuper quand même quelque chose d'assez important dans votre organisation. Beaucoup. Alors, je dois vous dire qu'on fait actuellement tout près de 300 transports par mois. Par mois? Par mois. Alors, on a doublé en 2 ans. Puis vous avez été capable de suivre la cadence? Oui, on travaille fort. On a besoin toujours de bénévoles, en passant, qui font les transports. Alors, nous, je vais vous expliquer ce qu'on fait comme transport. Alors, on fait des transports qui sont locaux et à l'extérieur. Vous faites les deux? On fait les deux. Transports médicaux? Médicaux. Alors, qu'est-ce que c'est un transport médical? Alors, c'est tout ce qui est relié à la santé. Alors, on peut aller à l'hôpital de Saint-Jean, aller voir le médecin de famille, aller voir le dentiste, le denturologiste, le chiro, l'optométriste. Alors, nous, on se spécialise dans les personnes aînées de 65 ans et plus qui ont vraiment besoin d'aide, parce qu'on n'offre pas seulement un transport, hein, vous savez, on offre l'aide. C'est un accompagnement. Alors, notre transporteur devient l'accompagnateur. Alors, si madame a de la difficulté à s'orienter ou à se rendre, ou elle n'a pas de transport, alors mon accompagnateur, là, il l'amène jusque dans la salle d'attente, il attend, et quand madame ou monsieur sort de son rendez-vous, il la ramène et il s'assure qu'il soit en sécurité à la maison. Alors, ça devient là un transport très complet. Qu'est-ce qui fait que ça a doublé depuis 2 ans? Les gens s'en parlent de plus en plus. Les CLSC font affaire quand même beaucoup avec nous. Ils pourraient faire beaucoup. Les maisons d'accueil aussi, les gens entre eux. Et on en parle de plus en plus quand les gens appellent. Vous savez, souvent, ils se rendent au centre d'action bénévole, puis ils demandent... Alors là, on parle de tous nos services. Puis, beaucoup de gens ne savent pas que ça existe à Saint-Jean, ce type de service-là. Parce que là, quand même, le fait de doubler sur 2 ans, je reviens un peu à ma première question, mais pour suivre la cadence, il a fallu bien sûr que vous ayez davantage de recrutement pour trouver suffisamment de bénévoles, parce que quand même, pour une organisation, là, si on passe de 150 à 300 transports par mois, c'est plus la même affaire. Oui. Là. Alors, écoutez, il y a des transporteurs qui aiment en faire beaucoup, hein? D'autres moins. Il y a des gens très généreux, vous savez, hein, qui sont là qui donnent au suivant. Alors, on est rendu là. Comment ça fonctionne? Disons que moi, là, je regarde l'émission en ce moment, je dis, moi, j'ai une voiture, j'ai la santé, je suis retraité, j'ai du temps pour ça. J'aimerais ça être bénévole pour faire du transport et de l'accompagnement. Alors là, ils ont simplement qu'à téléphoner au centre. On peut donner le numéro de téléphone. Oui, tout à fait. Puis il est affiché à l'écran. Le 347-7527. C'est ça. Ouais. Et puis, demande de rencontrer la personne en charge pour le bénévolat. Et puis, à ce moment-là, on regarde avec eux quel type de bénévolat ils peuvent faire, parce qu'il n'y a pas juste ça. Ouais. Mais on regarde, si c'est des transports, alors ils peuvent le faire. Qu'est-ce que ça implique, quelqu'un qui dit, moi, je pourrais faire ça, du transport? Qu'est-ce que ça implique comme implication, comme nombre d'heures ou au niveau de la dépense de l'essence? Ou comment ça fonctionne? Je vais parler au niveau de la dépense. Il y a quand même une rémunération. Je dois vous dire, les transports ne sont pas gratuits. Alors, mais le tarif de base, là, vous voyez, pour un transport, c'est 9 tout au complet. Alors, c'est pas beaucoup, hein? Que ça coûte à la personne. Que ça coûte à la personne qui est remis au chauffeur pour son déplacement. Hein? Et, là, à ce moment-là, le tarif de base, c'est pour 20 km et moins. Hein? Donc, on part à 9. Si on rajoute des kilomètres, on rajoute 45 sous le kilomètre, tout simplement. OK. Alors, donc, si, exemple, on a un rendez-vous à, à l'Hôtel Dieu à Montréal... Là, ça devient un petit peu plus dispendieux parce qu'il n'y a plus de kilomètres. Là. On calcule au kilomètre. C'est quand même pas cher. C'est quand même beaucoup moins cher qu'un taxi. C'est à peu près le tiers. Puis là, la personne, en plus, nous accompagne et reste avec nous. Là. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Bon. 300 transports par mois, c'est donc qu'il y a beaucoup de monde dans la ville ici qui a ce genre de besoin-là. Les gens, donc, ont 65 ans et plus. Parfois, ils sont seuls ou les enfants travaillent. Vous savez, c'est souvent ça. C'est parce que... mais en plus, là, les gens veulent garder leur autonomie. Hein? C'est eux qui décident. Ils téléphonent. C'est important pour eux. Ils décident, ils nous téléphonent, puis ils s'organisent. C'est une organisation qui continue.
Ils sont maîtres d'eux-mêmes aussi en même temps. Bon, ça, c'est principalement donc pour les transports Oui. médicaux. Parce qu'on l'a bien c'est ça. expliqué. Oui. Mais il y a aussi l'aide aux courses. Oui. Qu'est-ce que c'est? À l'aide aux courses, ça fonctionne au niveau du tarif, c'est le même tarif que le transport médical. Alors, une dame qui est seule, qui a besoin de... Nous, l'aide aux courses, ça se divise en... C'est des courses, je pourrais vous dire, qui sont de base. Alors, c'est l'épicerie, la pharmacie, la banque ou la caisse, les services financiers. Alors, donc, on va chercher madame, on l'accompagne à l'épicerie de son choix. Donc, mon bénévole ou ma bénévole, parce qu'il y a des hommes et des femmes aussi, hein, ils font l'épicerie avec madame ou monsieur. Et puis, ils aident à prendre les choses dans le bas, dans le haut. Ils peuvent lire les petites étiquettes. On a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à voir, qui ont besoin d'être dirigées même. Et puis, la dernière étape, on met ça sur le comptoir de la cuisine. Et puis, ça se termine comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et ça, vous en faites combien par mois? De l'aide aux courses, là, actuellement, j'ai de la place pour faire de l'aide aux courses. Vous savez, ça augmente tellement vite. On en fait peut-être une trentaine là, par mois, pas tellement plus que ça pour le moment. C'est plus le transport médical. Donc, il y a combien de personnes qui, par mois ou par année, bénéficient de ces transports médicaux et de l'aide aux courses? Bien, vous voyez, dans vos clients, là? Dans nos clients, on est rendu à pas loin de 3 000. 3 000 clients? Pas clients, services qu'on a offerts. Dans mes clients, moi, dans ma banque de clients, je suis rendue à tout près de 500 clients. OK. Donc, il y a 500 personnes dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui bénéficient de ces services-là. Oui, c'est ça. Et vous avez combien de bénévoles pour combler ces besoins-là? Bien, moi, actuellement, j'en ai entre 20 et 25. Wow! Quand même! Entre 20 et 25. Donc, 20 à 25 personnes qui se trouvent à aider 500 personnes. Oui. Oui. Wow. Mais vous savez que dans les 500, bon, dans les 500, il y a peut-être une personne dans les 500 qui va avoir un transport dans l'année. D'autres peuvent en avoir 40. C'est sûr. Hein? Donc, c'est toujours variable. Donc, mais c'est un beau service, par exemple. Oui, d'autant qu'avec le vieillissement de la population, on connaît les statistiques démographiques. Là. Donc, les besoins, les gens vivent plus longtemps aussi. Absolument, oui. J'ai un autre service que j'aimerais quand même parler, si on a le temps. Ça s'appelle Rapide Art. Oui, qu'est-ce que c'est? Je m'en allais vous en parler. Bon, alors ça, c'est un service qui est merveilleux. Alors, nous, on travaille en collaboration avec une bénévole, une personne du service des incendies communautaires et policiers aussi en même temps. Et on va rencontrer les personnes, soit vivant seules ou en couple, qui sont dans leur maison ou leur appartement, qui désirent rester là le plus longtemps possible. Alors là, on les rencontre et puis on regarde les besoins. Hein? On regarde s'ils sont en sécurité. On regarde si tout ferme bien, les portes, les fenêtres, s'il n'y a pas trop de prise de courant en dessous des tapis qui seraient décollés pour pas que les gens tombent. Parce que souvent, vous savez, quand on est vieillissant puis on tombe, des fois, ça s'arrête là. Hein? Vous savez, ça change la vie au complet. Alors, c'est pour éviter des chutes, éviter toutes sortes de problèmes. On leur donne des petits trucs aussi, comment faire si jamais il arrivait une urgence. Et puis, en même temps, on leur donne un annuaire téléphonique avec tous les services de la région. Alors ça, j'en organise. On veut augmenter de beaucoup ce service-là parce que c'est primordial pour les personnes aînées, justement, pour qu'ils puissent rester dans leur appartement. Puis ils ne veulent pas s'en aller. Hein. Puis on comprend pourquoi aussi. Alors, plus longtemps ils sont là. Et puis, disons que ce sont tous des services qui sont complémentaires les uns dans les autres. Hein? Alors, à ce moment-là... Ultimement, c'est vrai que ce qui résume assez bien ça, c'est le maintien à domicile. Oui. Parce que c'est ça. Si on aide les gens avec leurs courses, si on aide à les transporter à leurs rendez-vous médicaux, puis qu'il y a d'autres genres de services, dans le fond, tout ça, dans le fond, c'est quoi? C'est pour les maintenir à domicile. Oui, c'est ça. Puis vous savez, l'hiver arrive là, bientôt, là, on est chanceux, mais ça s'en vient. Les gens ont peur de tomber, aussi sur la glace. Alors là, il y a une voiture chaude qui arrive pour aller les chercher au lieu de gratter leur voiture, parce qu'il y en a beaucoup qui conduisent encore. Mais rendu l'hiver, là, ça le tente moins, puis tout ça. Alors, disons que c'est une facilité. Mais tout ça, dans le fond, c'est gagnant-gagnant, parce que, oui, ça maintient les gens à domicile. Je pense que comme société, c'est probablement ce qu'on veut aussi, parce qu'on n'aurait peut-être pas les services pour accueillir tout le monde, là, hein, on le sait très bien. Mais de l'autre, humainement,
Puis c'est tout à fait normal de vouloir rester le plus longtemps possible chez soi puis d'être autonome. Là. Oui, oui. Puis vous Avec savez, de l'aide, là, mais être autonome quand même. être autonome. Puis vous savez, nos bénévoles qui vont rencontrer les personnes sont tellement aidants et aimants. Alors, ça leur fait une sortie aussi en même temps. Vous savez, C'est quoi des le profil fois, de vos bénévoles? c'est souvent des personnes soit à la retraite ou à semi-retraite, hein, qui veulent combler du temps de disponible, qui veulent avoir aussi de rencontrer d'autres personnes. Hein. Donc, on apprend beaucoup. Et puis, ce que je dis aussi à mes bénévoles quand on les rencontre, quand ils commencent, hein, parce qu'on les suit Ouais. hein, quand ils commencent les premiers transports, si vous saviez ce que ça nous donne aussi Ouais. intérieurement. Alors, pour ceux vraiment qui sont faits pour ça, là, ils arrivent et ils sont tellement contents. C'est comme un cadeau qu'ils donnent, mais ils reçoivent aussi Ouais. encore plus de l'autre côté. Mais c'est intéressant parce que toute cette transmission entre les générations, parfois, on voit souvent des très jeunes avec des personnes très âgées. Mais dans Ouais. ce cas-ci, il peut y avoir un bénévole de 62, 65, 68 ans, Ouais. très en forme, qui va aider une dame de 82 puis de 86 ans. Là. Oui. Hein? Oui. Donc, l'écart... C'est pas si grand. Non, puis, c'est ça. on apprend toujours, parce qu'il y a toujours, Ouais. vous savez, dépendant de la distance, il y a toujours des histoires qui se comptent. On apprend toujours toutes sortes de choses. Bien, merci infiniment. Donc, Merci. bravo à tous ces bénévoles, évidemment, Merci. qui aident ces personnes. Puis, dorénavant, bien, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant, vous avez les numéros de téléphone et adresses Internet pour vous renseigner sur ces différents services offerts ici même au Centre d'action bénévole de Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. La lecture en cadeau est maintenant disponible dans nos bibliothèques municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu. Qui a lu, qui lira? Vous avez toutes les informations disponibles, sjsr.ca/biblio. À chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le conseil municipal. Également, on vous rappelle le télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.